Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous donne quelques moments pour joindre la rencontre. Je vois le nombre de personnes là, qui se joignent à nous. Alors, je vous souhaite la bienvenue, donc, au nom du Fonds de recherche du Québec, Société Culture, et de la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAC. Tous deux partenaires dans le programme d'action concertée du Fonds Société et Culture. Je vous souhaite la bienvenue à cette activité de transfert des connaissances. Je me présente rapidement, Geneviève Godbout, je suis responsable de programme au FRQSC et c'est avec plaisir que j'animerai cette rencontre. Nous recevons aujourd'hui Martin Lavallière, professeur-chercheur au département des sciences de la santé de l'Université du Québec à Chicoutimi. Je suis accompagnée de ma collègue Audrey Asselin, aux rênes de la technologie ici, technicienne au FRQSC et responsable de l'organisation de la séance. Avec nous également, Madame Emmanuelle Gagné, coordonnatrice de la programmation de recherche en santé routière à la Direction générale de la recherche et du développement en sécurité routière à la SAC. Voilà, donc je voudrais remercier Emmanuelle Gagné qui a généreusement accepté d'agir à titre de modératrice pour la période de questions qui suivra la présentation. Questions qu'elle relayera à notre chercheur invité. Elle agira en quelque sorte comme votre porte-voix. Vous aurez remarqué que vos caméras demeurent fermées ainsi que le micro et que la rencontre, donc, aujourd'hui est enregistrée et sera présentée par la suite dans notre chaîne YouTube du Fonds. Alors, vous n'aurez donc à cette période de questions qu'à soumettre vos commentaires ou questions dans la section de discussion que vous pouvez identifier dès maintenant au bas de votre écran. Alors, pour certains, ça sera identifié comme un chat. Je vous informe par ailleurs que ces questions ne sont pas partagées à l'ensemble des participants au moment où vous les soumettez, mais se dirigent uniquement vers le panéliste. Alors, un mot brièvement là, pour les personnes qui seraient moins familières avec la mission du Fonds de recherche du Québec Société et Culture, le FRQSC. Je me permettrai de rappeler que celle-ci est notamment de promouvoir et d'appuyer financièrement le développement de la recherche dans les secteurs des sciences humaines et sociales, des arts et des lettres. Et pour ce faire, le Fonds met en place des dispositifs rigoureux afin d'octroyer des bourses et des subventions de recherche aux meilleures étudiantes et étudiants, chercheuses et chercheurs universitaires du Québec. Dans le cadre du programme Action concertée du FRQSC, la particularité ici est que nous partons des besoins et préoccupations exprimés par les partenaires. Ces partenaires, qui sont-ils? Ben, pour beaucoup, sont des ministères et organismes, en l'occurrence la SAC ici, et des organisations du secteur privé, et qui, en souscrivant à nos programmes, adhèrent en fait à deux principes centraux pour le fonds, soit la liberté académique et l'accès public aux résultats des projets financés. C'est pourquoi, au terme de chaque recherche menée dans ce contexte, le FRQSC et les organismes partenaires organisent une activité de transfert pour favoriser l'appropriation des connaissances produites par les milieux utilisateurs. Alors, c'est précisément en réponse à un appel de proposition lancé en 2021, puis à l'issue d'un processus d'évaluation rigoureux, que 4 projets ont été sélectionnés, dont 3 projets de recherche et un projet de synthèse de connaissances. Cet appel invitait la communauté scientifique à soumettre une proposition de recherche visant notamment à développer les connaissances relatives à la problématique de la sécurité routière en général et de façon plus précise en ce qui a trait au comportement des personnes utilisant le réseau routier, aux accidents ainsi qu'aux stratégies à mettre en œuvre afin d'améliorer la situation. Pour l'un des axes de cet appel, la SAC souhaite, entre autres, améliorer ses connaissances sur les liens entre certains troubles psychologiques
tels que le déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles anxieux et les troubles dépressifs et la conduite, ainsi que les liens entre ces troubles et les accidents pour lesquels la distraction est identifiée comme une cause. Vous l'aurez deviné, le projet de Martin Lavallière, professeur-chercheur à l'UQAC, et les membres de son équipe de recherche répondent à ce besoin de connaissance. Alors, permettez-moi dès à présent de vous présenter Martin Lavallière, Martin Lavallière a un parcours en kinésiologie du baccalauréat à l'obtention du doctorat en kinésio. Il a également complété un post-doctorat pendant une durée de 2 ans au MIT Age Lab. Sauf erreur, c'est le Centre sur la logistique et le transport. Puis un deuxième post-doctorat à HEC Montréal avant d'être embauché comme professeur-chercheur à l'UQAC. Et ça, depuis 2016. Ces travaux visent l'évaluation et le développement de programmes de formation afin de permettre un maintien des capacités de conduire de façon sécuritaire. Ces interventions se réalisent auprès de diverses clientèles de conducteurs, de l'apprenti aux conducteurs vieillissants et aux personnes conduisant dans le cadre de leur travail, comme les camionneurs, les policiers et les paramédics, pour ne nommer que ceux-là. Enfin, Martin Lavallière est membre du Réseau de recherche en sécurité routière du Québec et siège à différents comités ISO en matière de conduite et d'interface personne-machine. Il a siégé durant plusieurs années au comité directeur de l'Association canadienne des professionnels de la sécurité routière. Alors, accueillons Martin Lavallière afin qu'il nous présente le fruit de ses travaux. Où ai-je la tête lorsque je conduis quand TDAH et distraction au volant conduisent ensemble? Alors voilà, merci de partager votre présentation. Monsieur Lavallière, la parole est à vous. Superbe. Merci beaucoup, Madame Godbout. Merci aux gens présents. Merci au Fonds de recherche québécois en société culture d'avoir supporté la démarche scientifique que je vais vous présenter aujourd'hui, puis à la Société d'assurance automobile qui a supporté cette action concertée-là. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Donc, comme le disait Mme Godbout, où ai-je la tête lorsque je conduis quand TDAH et distraction au volant conduisent ensemble? Je vous présenterai là, au cours des prochaines 45 à 55 minutes ensemble le fruit des travaux qu'on a réalisés dans le cadre de cette action concertée-là, mais tout spécialement, puis je veux tout de suite mettre l'emphase sur ce volet-là, je passerai là, avec un tout début d'une introduction de ma présentation, la méthodologie qui a été utilisée pour répondre à la question de recherche qui avait été soulevée par les gens à la SAC, donc le besoin sociétal dont on mentionnait avec Mme Godbout, pour par la suite vous présenter très sommairement les résultats. Puis, en dernière partie de présentation, puis ça sera le cœur principal de ma présentation, essayer de soulever ensemble des points de réflexion et des points de discussion de façon à ce qu'on puisse voir l'identification d'alternatives et de programmes qui pourraient être développés, mis en place, que ce soit des continuités dans le continuum de la recherche, mais aussi un continuum d'intervention auprès des gens présentant un TDAH et aussi différentes interventions possibles pour les gens qui sont aussi distraits au volant, parce qu'on le verra, là, il y a différents effets délétères, soit de certains symptômes qui accompagnent le TDAH sur la performance de conduite, mais tout principalement des effets de la distraction sur la performance de conduite de monsieur, madame, tout le monde, qu'il soit ou non qu'il présente un TDAH ou pas. Monsieur Lavallière, je peux me permettre Oui. de vous interrompre. Pour l'instant, on voit 2 diapositives à la fois. Ah oui, je vous règle ça un instant, désolé. Je vous fais ça un petit peu mieux comme ça. Pardon, vous auriez pu m'interrompre avant. Euh, Superbe. Donc, avant de passer à ma présentation, euh, je tiens à remercier là, le travail que je vous présente aujourd'hui. C'est un peu moi qui ai le plaisir là, de vous présenter la résultante de tout ce qui a été réalisé dans la dernière et demie de travail. Toutefois, ce travail-là n'aurait pas été possible sans la participation de différents étudiants, une doctorante au
programme de psychologie ici à l'UQAC, Audrey Fortin, une étudiante stagiaire de médecine, Charlotte Rose-Deshaies, qui est à l'Université de Montréal, un étudiant de kinésiologie au baccalauréat, Marc-Antoine Masse, une doctorante ici à l'UQAC, Laurie Simard, que je co-dirige dans ses travaux d'essai de thèse doctorale. Ma collègue neuropsychologue, la professeure Julie Bouchard, qui est au département de sciences de la santé à l'UQAC, puis un collègue à l'international, Ignacio Castellucci, qui est à l'Université de Valparaiso, collègue de longue date avec qui on travaille sur différents projets qui touchent la sécurité routière, parfois un petit peu plus les contextes de santé et sécurité au travail qui entourent la sécurité routière avec Ignacio, mais qui a été d'une grande aide dans le présent projet, là, ayant réalisé avec lui plusieurs revues systématiques de la littérature, comme on le présente dans le présent rapport de travail pour l'action concertée. Donc, tout le monde a vraiment porté épaule à la roue. Puis c'est grâce à cette équipe-là que j'ai eu la chance de pouvoir vous présenter les résultats aujourd'hui. Initialement, on a abordé la question un petit peu tout à l'heure. Quelle est la problématique, en fait, à laquelle on fait face, puis le besoin sociétal de vouloir documenter l'impact de différentes conditions de santé sur le bilan routier. Je vous montre ici un exemple du bilan routier qui date de 1973 jusqu'à 2022. Donc, j'aurais bien aimé pouvoir vous mettre les données de 2023, mais elles ne sont pas encore compilées au total. On voit que depuis le début des années 70, on a une diminution marquée, en fait, du nombre de décès sur nos routes au Québec. Bien heureusement, différentes actions qui ont été mises en place dans les dernières années, des changements de culture aussi par rapport à la sécurité routière. On peut penser au port de la ceinture qui a changé grandement, l'instauration, par exemple, des pneus d'hiver lors de la conduite hivernale. Un petit rappel pour ceux que ce ne serait pas encore fait, là, vous aviez au 1er décembre pour pouvoir le faire. Mais on voit que si on se concentre sur la droite de ma figure, qu'on a en fait une certaine stagnation dans l'amélioration du bilan routier. Des actions concertées comme elles ont été réalisées dans la dernière année en sécurité routière sont importantes afin de nous permettre d'identifier bien, quels sont les relents puis quelles sont les interventions qui demeurent possibles pour nous comme chercheurs, pour personnes qui travaillent en sécurité routière, sur quelle piste doit-on cibler nos interventions afin de permettre la réalisation et l'atténuation encore plus importante de ce fardeau-là de décès qui surviennent sur nos routes. Ici, je vous présente seulement les décès, mais on peut penser aussi à tous les gens qui sont blessés lors de collisions de la route, que ce soit des blessés graves, blessés mineurs, et de toutes les conséquences que ça a sur la santé des individus, mais aussi sur toutes les pertes économiques que génèrent de telles collisions de la route, que ce soit les indemnisations, les biens matériels qui sont brisés, mais aussi toutes les pertes de productivité dans un contexte de réduction de la main-d'œuvre et de manque de main-d'œuvre partout au Québec. On ne peut pas se permettre de perdre des gens comme ça du jeune âge à des âges plus avancés qui perdraient la capacité de faire partie de la main-d'œuvre et des gens actifs sur le marché du travail dans ce continuum-là total. Pourquoi sécurité routière et TDAH? Tout de suite, je fais un avant-propos ici. L'appel de proposition suggérait aussi d'adresser des questions de troubles anxieux et de dépression, comme l'a mentionné Mme Godbout. On s'est concentré ici uniquement sur la question de sécurité routière et de TDAH, étant un champ en soi, puis ne voulant pas, en fait, entremêler les différentes conditions de santé mentale et de conditions de santé qui étaient présentées dans l'appel de projet. On sait déjà qu'au niveau du TDAH, il y a des attractions et des contextes de mobilité et de sécurité routière qui sont importantes. On a un territoire qui est vaste au Québec et ce n'est pas tout le monde qui a accès à des formes de mobilité autres que la voiture, le véhicule de promenade. Et donc, ça représente un facteur important de mobilité pour nos individus. Par la suite, il y a toute la question de l'accès au permis de conduire en bas âge à l'adolescence, vers 16 à 18, 20 ans. Et tout un continuum dans le maintien de ces capacités-là à conduire de façon sécuritaire avec l'avancement en âge. On sait que ce n'est pas l'avancement en âge, en fait, ou que d'être plus vieux qui constitue un facteur de risque chez nos individus pour être impliqués dans une collision. On sait toutefois que c'est souvent les comorbidités associées à un avancement en âge, comme le développement de troubles de santé, de maladies chroniques ou de détérioration de la santé de façon générale, qui vient avec un avancement en âge qui, chez pour certains, arrive plus jeune que pour d'autres. Et c'est ces conditions de santé-là auxquelles il faut s'adresser, à savoir si elles représentent des risques augmentés d'être impliqués dans des collisions de la route. Et si ça représente un risque augmenté à l'implication dans une collision de la route, bien, comment on peut œuvrer afin d'atténuer, afin de réduire ces risques-là
individuelles. On parle de caractéristiques individuelles. Il est aussi très important, puis je vais en reparler tout à l'heure, qu'il y a des très grandes variabilités interindividuelles. Donc, ce n'est pas nécessairement parce que quelqu'un va présenter une condition de santé donnée qu'elle représente automatiquement le même risque qu'un autre individu parce que c'est multifactoriel le contexte de sécurité routière et de capacité de conduire de façon sécuritaire, dans la mesure où la personne peut être consciente ou non des déficits associés à sa problématique de santé et en transfert vers sa capacité de conduire de façon sécuritaire et qu'on doit voir à différentes facilités ou à différentes modalités d'intervention pour réduire ces risques-là qui peuvent être plus pondérants chez un individu, mais surtout comment on peut voir de façon sociétale à améliorer la conduite de tout un chacun. Puis, dernier point, on parle beaucoup de prolifération actuelle des technologies embarquées. J'avais participé là, au début des années 2010. En fait, on était en 2013 à 2015, la raison pour laquelle j'étais au MIT Age Lab. On parlait déjà de technologies embarquées, que ce soit les distractions au volant comme les appareils de navigation, la téléphonie cellulaire, les interfaces dans les véhicules qui étaient encore, il y a une dizaine d'années, relativement sobres, bien que très présentes et très dérangeantes dans la conduite. C'était les conclusions qui étaient ressorties du rapport qu'on avait produit dans le cadre d'une autre action concertée en collaboration avec la Société d'assurance auto et le FRQSC. Mais on voit que ces technologies-là ont augmenté dans les véhicules, de plus en plus de réseaux, de médias sociaux qui sont utilisés par les gens. De plus en plus, on est enclin et on utilise fréquemment ces technologies-là de personnes connectées finalement avec le réseau, nos réseaux sociaux, le travail ou la famille, et que dans les véhicules, bien, ces interfaces-là, elles ont augmenté en termes de taille, de dimension, et que ça peut générer plus de distractions, bien que normalement, elles soient supposées être là pour aider la conduite et la rendre plus facile, plus sécuritaire. Bien, il peut avoir des effets de contre-coup si les gens, finalement, cessent de conduire ou cessent de porter leur attention sur la route devant eux. Par la suite, si on se concentre plus spécifiquement sur le trouble déficitaire de l'attention avec et sans hyperactivité, puis pour le reste de la présentation d'aujourd'hui, vous allez voir, je vais principalement toujours adresser la question du trouble de déficit de l'attention comme étant le TDAH, n'eut égard au contexte de TDAH ou TDA, où on verra là, dans les publications qui ont été identifiées qu'il y a rarement un discernement très clair entre un et ou l'autre. On sait que la prévalence mondiale est de 0,1 à 8,1 dans la population générale. On sait toutefois que chez nos clientèles de 1 à 24 ans au Québec, ce pourcentage-là de prévalence serait entre 6-7 jusqu'à 16,6 dépendamment des études. Donc, on a une prévalence qui serait augmentée au Québec. D'où ça? Est-ce que c'est dû à un système de santé universel, de peut-être de diagnostic qui est un peu plus élevé qu'ailleurs ou de déclaration dans un continuum scolaire qui serait plus élevé en termes de déclaration ou d'identification de jeunes qui ont un TDAH? Peu importe la différence ici entre les données statistiques québécoises et les prévalences mondiales, on voit que c'est une problématique majeure, c'est une problématique qui est importante pour nous au Québec, puis il importe de s'y attarder de façon adéquate. Tout spécialement, le TDAH est présent aussi à l'âge adulte. Ce n'est pas quelque chose qui va disparaître complètement. On voit que chez certains individus, avec la maturation du cerveau, maturation aussi de certains comportements ou d'autorégulation des problématiques ou des symptômes qui sont associés au TDAH, on a aussi une atténuation de certaines difficultés que ces gens-là qui présentent un TDAH vont avoir avec l'avancement en âge. Toutefois, on n'en connaît encore que très peu par rapport aux interactions TDAH, conduite et avancement en âge. La majorité des études ayant été réalisées, ayant été faites chez des jeunes conducteurs ou des conducteurs adolescents chez qui on connaît la prévalence de la problématique de santé du TDAH. Mais toutefois, on voit que déjà, il y a un écueil, puis on va la réadresser un petit peu plus loin dans ma présentation. Ici, c'est rapidement, là, par rappel, quelle était la question de l'axe 4 à laquelle on répondait avec notre question. Donc, quels sont les liens entre les troubles psychologiques? Principalement ici sera le déficit d'attention avec hyperactivité et la conduite, mais surtout, quel est le rôle de la distraction dans cette relation-là? Est-ce que déjà on peut identifier, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, où on sait que les gens présentant un TDAH ont un risque accru d'être impliqués dans des collisions de la route, des infractions au cas de la sécurité routière, mais est-ce que la distraction au volant va avoir pour effet d'exacerber finalement cette interaction-là déjà qu'on voit entre la capacité de conduire, la représentation dans l'accidentologie routière
et les implications sur le bilan routier total. Si on prend un peu de recul dans tout ce continuum de sécurité routière, ici, ben, finalement, à la droite de ma figure, de ma présentation, vous avez l'image à laquelle on se représente typiquement ben, l'implication dans des collisions de la route avec différentes tranches de sécurité qui se trouvent à l'avant, puis on va se déplacer vers la gauche de ma figure. Les solutions qu'on va essayer d'identifier ensemble ben, vont principalement être centrées sur le rond vert, le jaune et le orange que je vous présente ici. Mon rond rouge étant principalement axé sur l'ingénierie véhiculaire, les coussins gonflables, les structures permettant de résister à un impact. Bien, ce qu'on veut réussir à mettre en place et à déployer, bien, c'est un paquet de facettes d'intervention ou de technologies qui préviendront en amont, en fait, la survenue de cette collision-là chez tous mes conducteurs pour l'amélioration d'un bilan routier de façon plus conséquente. Puis en ce qui a trait aux différentes facettes entourant la conduite auto chez mes individus, il faut qu'on se remette dans un continuum de présentation des variables qui vous seront présentées tout à l'heure, puis comment on va attacher ces différentes variables-là avec soit des risques connus, quantifiés, ou des suggestions de pistes d'intervention qui peuvent être intéressantes chez mes conducteurs. Ben, principalement, si on se concentre au haut de ma pyramide, on a malheureusement les collisions mortelles, les collisions avec blessures et des collisions sans blessure. C'est typiquement ce qu'on va voir comme représentation au niveau de mon bilan routier, mais malheureusement, on voit que ça ne représente qu'une toute petite partie de l'iceberg des problématiques ou des comportements qui sont inhérents, mais qui sont aussi la cause de ces collisions-là qui génèrent des blessures ou même la mortalité. Donc, on verra que sur les différentes variables que je vais vous présenter, que ce soit en termes quantitatifs, donc un nombre de collisions, un nombre d'infractions au code de la sécurité routière, il y a aussi toute une série de comportements qui sont sous-jacents à l'apparition ou à la survenue de ces collisions-là et qui sont importants à garder en tête parce que c'est sur ces comportements-là qu'on va vouloir mettre action de façon à réduire le nombre de collisions de facto, mais aussi à améliorer le bilan routier de façon générale, puis comment on peut y arriver de façon globale tous ensemble. Donc, l'objectif de la recherche qui a été réalisée, c'est une revue systématique de la littérature qui a été de synthétiser les écrits scientifiques actuels portant sur le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et ses effets sur la conduite automobile. Plus précisément, on se concentrait aussi avec notre objectif secondaire de documenter par cette même revue systématique les conséquences des distractions au volant sur la conduite automobile chez les conducteurs présentant un TDAH. Comment on est arrivé à tout ça? Je vais passer relativement rapidement. C'est très bien détaillé dans les rapports qui sont disponibles sur le portail du FRQSC. On a utilisé les lignes directrices émises par Prisma pour réaliser une revue de littérature systématique avec une population ciblée étant des conducteurs présentant une situation de TDAH qui souvent sont comparés avec des individus qu'on dit neurotypiques, donc qui ne présentent pas de TDAH. Est-ce qu'il y avait une intervention? Donc, est-ce qu'on exposait en fait les gens à des contextes de distraction? Parce qu'ici, on a considéré seulement que les études où on adressait l'évaluation de conducteurs présentant un TDAH avec une situation, avec un contrôle, mais aussi avec une situation où la personne devait réaliser une tâche qu'on considère comme une distraction au volant. En contexte de comparaison, bien, est-ce qu'on compare l'individu ayant un TDAH par rapport à lui-même, qu'il soit distrait ou non distrait dans la situation de conduite, ou versus un groupe contrôle ne présente pas de TDAH? Et les résultats, bien, c'est dans la spécificité ici où on a besoin de gens qui présentent, oui, un TDAH, mais que les résultats sont assez clairs en termes de données quantitatives ou qualitatives qui nous sont rapportées de façon à permettre un sommaire, une synthèse des connaissances qui découlent de ces travaux-là. Les bases de données utilisées, PubMed, Medline, Academic Search, là, qui sont typiquement les outils qu'on utilise pour la production scientifique, la diffusion des savoirs. Principalement ici, c'est fait en anglais, malheureusement. Les critères d'inclusion étant des articles originaux publiés entre 2000 et 2022 où on avait des essais cliniques parallèles ou croisés ou parfois même des essais contrôlés randomisés au total. On a fait un premier tri en double aveugle à l'aide de l'outil Ryan, donc dans les meilleures démarches d'identification des articles. Puis par la suite, on a évalué chacun des papiers en termes par rapport à une standardisation de QualSys, qui est un système d'analyse de la qualité des articles scientifiques qui sont intégrés. Puis ces données-là sont disponibles là, au niveau du rapport. Différentes caractérisations qui ont été faites par rapport au sexe et par genre chez mes conducteurs. On va aussi rapporter, puis j'en parlerai tout à l'heure, l'âge et l'expérience de conduite.
Parfois, il y a un papier qui a été identifié là, dans notre revue systématique par rapport aux effets de la distraction, par rapport à des effets et des doses de médication, mais j'en reparlerai peut-être tout à l'heure durant la période de questions. On a aussi une annexe qui est disponible pour les gens que ça intéresserait sur l'impact de la médication sur l'implication en sécurité routière des gens présentant un TDAH qui ne faisaient pas partie principalement des objectifs qu'on s'était ciblés dans le cadre du travail, mais qu'on a eu le temps, là, grâce à la très précieuse collaboration des étudiants gradués au projet, de pouvoir vous produire cette annexe-là en annexe. Les modalités, pardon, pour évaluer la capacité de conduire chez mes individus, c'est des données d'accidentologie, de contravention, d'évaluation sur route ou sur simulateur de conduite. C'est des méthodes qui avaient déjà été utilisées par nos travaux avec Ignacio Castellucci au Chili, Andrea Furlan, qui est à l'Université de Toronto. Donc, des modalités, en fait, de synthèse des comportements de conduite pour bien caractériser l'impact de ces études-là sur la performance de conduite. Finalement, on avait initialement là, en tête de caractériser différents types de distractions. Souvent, on a des distractions de type considérées comme intrinsèques, donc qui sont propres à l'individu lui-même, des réflexions, internal thought ou daydreaming, qu'on va appeler en anglais aussi, ou de l'errance cognitive ou de rêvasser, qu'on pourrait dire en français. Ici, c'est vraiment des caractéristiques intrinsèques qui, malheureusement, n'ont pas été identifiées dans les études qui ont été relevées parce que ça reste un continuum qui est plus complexe à engendrer chez les gens lorsqu'ils conduisent. Principalement, ce qu'on observe dans les prochaines études que je vais vous présenter, de façon plus caractéristique, c'est des distractions pardon, qui sont de type extrinsèque, donc qui sont soit à l'intérieur du véhicule, donc des tâches cognitives pures, des tâches cognitives qu'on utilise beaucoup en neuropsychologie pour créer un effet de tâche secondaire artificiellement, donc des tâches un peu plus cliniques, ou des tâches secondaires avec des manipulations qu'on dit visuo-manuelles ou avec commande vocale, qui ressemblent des tâches qui sont en fait un petit peu plus naturelles pour quelqu'un qui conduirait dans un véhicule, donc d'entrer une adresse de navigation, changer les postes de radio ou appeler quelqu'un avec l'interface main libre dans un véhicule. Pour ce qui est des contextes de distraction qui sont dites extérieurs au véhicule, malheureusement, on n'en a pas recensé dans la littérature actuelle. Quand on considère des distractions qui seraient extérieures au véhicule, on peut penser à, exemple, un accident qui surviendrait aux abords de la route, de l'affichage grand public aux abords du chemin, là, des affiches changeantes, des affiches lumineuses ou des panneaux d'information aux abords de la route, mais ce n'est pas des types de distractions qui ont été répertoriés ici dans la revue systématique qu'on a réalisée. Superbe. Donc, je vais tomber aux résultats dans trois tombées différents. En fait, je vous présente de façon très synthétisée les résultats qu'on a obtenus dans trois catégories conséquentes de la recension des écrits. Par la suite, on va se concentrer sur les retombées, mais surtout sur les applicabilités de comment peut-on faire pour utiliser les résultats qui ressortent de la revue systématique que je vous présente aujourd'hui afin de faire mieux ou afin de développer des nouvelles pistes d'intervention pour mes conducteurs présentant un TDAH. De façon synthétisée, je vous présente ici, c'est juste un sommaire pour vous expliquer comment les résultats sont présentés à la fin du rapport qui vous est présenté ici dans le cadre des actions concertées. Il y a une caractérisation pour les 11 articles qui ont été identifiés dans la revue systématique par le nom de l'auteur, le nombre de participants avec leur âge moyen, leur âge, le range, en fait, l'étendue des plages d'âge des conducteurs et le pays où la production scientifique a été réalisée. Pour chacun de ces 11 papiers-là, on vous présente aussi l'objectif initial de chacun des papiers, la description du projet, les différentes variables dépendantes qui sont évaluées en fonction du contexte expérimental. Donc, ça peut être l'utilisation des pédales, l'utilisation des volants, le nombre de contraventions qui ont été mises au conducteur ou le nombre de collisions dans lesquelles les gens ont été impliqués. On a un sommaire des résultats qui vous est présenté dans la colonne Relevant Results avec le QS qui est pour le Quad 6, l'évaluation Quad 6 sur la qualité des papiers, qui est un score basé sur les scores les plus près de 1 étant des qualités de papier métrologiques là, qui sont plus intéressantes. Pour ce qui est de l'analyse des résultats de façon sommaire, on voit ici que pour les évaluations qui ont été réalisées sur simulateur, ce qui représente 5 des 11 études principalement obtenues lors de la revue systématique, on voit qu'il y a un nombre de violations au code de la sécurité routière qui est plus élevé en termes de respect là, des détections qui sont automatisées. En fait, dans l'utilisation du simulateur, on voit que nos gens présentant un TDAH ont un nombre d'infractions moyen qui est plus élevé que
chez mes gens qui ne présentent pas de TDAH. On voit aussi que pour différentes variables dans la performance de conduite, parfois ces variables-là de performance de conduite sont utilisées avec la distance de suivi avec un véhicule qui se trouve devant soi. Parfois, c'est par rapport au maintien de la vitesse moyenne ou à la position latérale dans la voie. Donc, en anglais, on appelle ça le weaving. En français, ça s'appelle le louvoiement. Donc, le maintien, la capacité de la personne à maintenir son véhicule dans la voie. Donc, ces performances-là sont aussi détériorées chez nos individus présentant des TDAH. Ici, il importe toutefois de dire que quand on parle d'une détérioration ou de performances qui sont moindres, ce n'est pas nécessairement des performances qui sont dangereuses, mais bien des différences de performance qui sont statistiquement significatives. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une différence entre les deux groupes qu'automatiquement, cette différence-là, on peut la libeller ou on pourrait l'appeler comme une performance de conduite qui est dangereuse. C'est juste qu'on voit ici qu'il y a une différence de conduite dans la performance des individus. On voit aussi qu'il y a différents scénarios qui sont utilisés pour générer des situations propices à des collisions de la route, mais on voit que nos gens qui présentent un TDAH sont plus impliqués dans des collisions de la route sur les scénarios qui sont en simulateur. Je reviendrai à cet élément-là là, un petit peu plus tard là, dans ce point-là. Au niveau de la recherche visuelle, on a des études, principalement celle de Epstein, qui est vraiment très intéressante, puis j'y reviendrai parce que ça suggère aussi des protocoles de réentraînement pour les gens présentant des TDAH. On voit qu'il y a un nombre de fixations qui quittent la route devant soi ou à des endroits qui sont non propices à une conduite sécuritaire, des fixations plus longues qui quittent la route et des patrons de recherche visuelle qui sont altérés ou qui sont moins efficients chez mes personnes présentant un TDAH. Et on voit aussi que l'ajout d'une facette de distraction lors de la conduite sur simulateur impacte négativement la performance de tous les conducteurs, que les gens soient neurotypiques ou présentent un TDAH. L'ajout d'une tâche de distraction au volant a pour effet d'atténuer, de diminuer, d'altérer la performance de conduite de tous mes individus sur les différentes facettes et les différentes variables de performance de conduite que je viens de vous présenter. La facette sur laquelle je veux rapporter peut-être un petit bémol, puis c'est une facette à laquelle il faut faire attention lorsqu'on présente des collisions, des situations de collision en simulateur, c'est qu'on a souvent des papiers qui portent sur les distractions au volant. C'est aussi des papiers qui ont été faits là, dans différents contextes de conduite où on présente des situations qui seraient considérées comme accidentogènes à nos conducteurs, qu'ils aient un TDAH ou pas de TDAH. Cependant, ce qui devient un peu un biais dans l'utilisation de ces contextes-là de produire des situations à collision dans un simulateur, c'est que souvent les gens parfois vont être impliqués dans plus de collisions dans une période d'environ 30 minutes de conduite qu'ils n'ont jamais eu dans les 15 ou 20 dernières années de conduite comme conducteurs expérimentés ou non expérimentés. Donc, on génère des situations de conduite qui sortent un peu d'un continuum réel auquel les gens seraient exposés dans la réalité, parce qu'à l'intérieur d'une trentaine de minutes, on réussit à produire des collisions de la route chez des gens, alors que ces situations-là où que les gens n'ont jamais été impliqués dans 5, 10, 15 ans de conduite, de par leur bagage passé avec des kilométrages relativement assez élevés. Donc ici, il y a un petit bémol à mettre sur l'utilisation de la collision en soi dans des contextes de simulation de conduite, parce qu'on voit des surreprésentations de nombre de collisions, souvent chez des très petits nombres de conducteurs, qui ne sont pas réalistes lorsqu'on veut faire une validité externe puis transférer ces résultats-là sur des résultats routiers sur la performance de conduite de façon globale. Un autre volet important ici, il y a des questionnaires qui ont aussi été utilisés sur 4 des 11 études qui ont été rapportées. Ici, quand on parle de questionnaires, c'est non seulement des questionnaires sur l'expérience de conduite, les sensations d'autorégulation ou de sentiment de performance comme conducteur, mais c'est aussi des données qui sont auto-rapportées par les gens quant à l'implication dans les collisions de la route, des infractions au CSR, des implications en termes de comportement de distraction dans leur comportement. Puis aussi, il y a certains papiers qui abordaient la question de l'effet de la médication sur leur comportement de conduite, puis si ça avait des bienfaits ou non. On voit ici que l'expérience de conduite, elle est importante, puis comme on le voit chez les clientèles de conducteurs normales ou sans problématique de santé, bien, plus les gens cumulent une expérience de conduite derrière le volant, bien, moins ils présentent un nombre élevé de collisions de la route ou d'infractions au CSR. Donc, on a un effet important avec l'avancement en âge de la transition entre j'obtiens mon permis de conduire comme apprenti conducteur et la maturation vers les 25-35 ans, une réduction forte
marquée chez les deux types de conducteurs. On voit toutefois que dans les collisions qui sont auto-rapportées, les infractions qui sont auto-rapportées et l'implication dans des distractions lorsque les gens sont au volant, bien, nos gens présentant un TDAH rapportent un nombre de collisions, d'infractions et de distractions plus fréquentes lorsqu'ils conduisent. Toutefois et heureusement, bien, les gens qui rapportent utiliser leur médication aussi et rapportent de le voir dans leur contexte, dans leurs conditions de conduite, bien, nous rapportent avoir des meilleurs comportements de conduite lorsqu'ils utilisent la médication et qu'ils voient un effet auto-rapporté dans l'utilisation de cette médication-là sur leur comportement routier de façon générale. Une dernière facette au niveau des autres mesures qui ont été capturées. On a 2 études sur 11 qui, principalement, elles, se sont rapportées à l'impact de la médication, des collisions et des violations au code de sécurité routière et des comportements routiers qui sont sous-jacents. Ici, dans le contexte de la médication, bien, on voit qu'il y a une performance qui est améliorée en termes de contrôle de la conduite sur différentes études qui sont rapportées. Toutefois, ça n'influencerait pas le comportement ou la propension à prendre des risques lors de la conduite, l'impact de la médication chez les gens présentant un TDAH. On voit aussi que dans des bilans auto-rapportés de gens présentant des TDAH, soit avec des données de collisions rapportées dans le contexte hospitalier, mais on voit qu'il y a un nombre plus élevé de collisions qui est rapporté chez les gens présentant des TDAH dans leurs historiques de santé et qu'il y a aussi un nombre de violations CSR, comportements routiers sur lesquels on doit travailler, mais qui peuvent être aussi sous-jacents de d'autres comportements qui ne sont pas nécessairement un TDAH, mais des symptômes ou des comorbidités du TDAH qui peuvent influencer la prise de risque derrière le volant. Attaquons maintenant le volet des retombées, mais surtout sur quelle facette on va pouvoir agir puis œuvrer ensemble pour améliorer le bilan routier. Le message, puis si vous avez un élément auquel je veux qu'on s'accroche pour la présentation d'aujourd'hui, puis qu'il faut garder en tête dans l'importance des travaux qu'on vous présente, c'est que les résultats nous montrent que les distractions, elles impactent négativement la conduite de toutes et tous, qu'ils aient un TDAH ou non, et ce, peu importe leur âge. Sous-jacent à ce continuum-là de gens qui présentent malheureusement un trouble déficitaire de l'attention lorsqu'ils conduisent, on voit que les distractions qui impactent négativement cette performance-là de conduite, bien, elle touche tout le monde. C'est un peu une redondance par rapport aux travaux d'action concertée qu'on avait déjà fait il y a 10 ans, puis où on démontrait clairement que peu importe les tranches d'âge, peu importe que les gens soient hommes, femmes, peu importe leur expérience de conduite, bien, on voyait que les distractions avaient un impact négatif. Et les 10 dernières années de publications scientifiques nous montrent encore ce même continuum-là où les distractions impactent négativement tout le monde. Puis maintenant, bien, comment on peut faire pour intervenir en termes de réduction de ces distractions-là derrière le volant, puis comment on peut faire pour mieux intervenir chez mes gens présentant un TDAH. Dans ce continuum-là d'applicabilité, je vais revenir ici avec mon continuum dont je vous parlais tout à l'heure de comment on va réussir à transiter de sphères sur des systèmes de sécurité active, sur des technologies dans les véhicules pour réduire mon nombre de collisions, puis progressivement, on va tendre tous ensemble vers la gauche de ma diapositive pour aller vers des notions de prévention puis d'amélioration de la performance des conducteurs qui sont ancrées dans mes comportements et qui ne nécessitent pas nécessairement de béquilles technologiques ou de façon de faire pour contourner ou éviter à la dernière minute les différentes collisions. On voit que de façon intéressante, il peut y avoir des aides à la conduite automobile, passives ou actives ici, qui peuvent avertir le conducteur de collisions imminentes. Actuellement, bien, on a un continuum là, présentement sur le réseau routier de 0, le niveau 0 dans l'automatisation des véhicules, étant il n'y a aucune technologie possible. À certains systèmes d'assistance à la conduite, le niveau 1, d'automatisation partielle niveau 2, d'automatisation conditionnelle en niveau 3. Puis on le voit sur la position des mains même sur le volant de l'individu, bien, plus on va tendre vers une automatisation complète, bien, de plus en plus, le conducteur ne sera plus responsable en soi de la conduite. Toutefois, mes niveaux 1 à 3 représentent aussi le plus grand risque pour mon conducteur parce que dans ces 3 phases-là, le conducteur doit constamment monitorer son environnement de conduite, bien qu'il y ait une facette de sa conduite qui soit en partie automatisée avec une régulation de la vitesse automatique avec les voitures devant soi, un maintien latéral dans la position de la voie. Bien, en situation d'urgence, le conducteur devra reprendre au tout dernier moment la conduite et c'est là que c'est important de bien comprendre non seulement en termes
d'éducation, les gens, ben oui, vous avez cette technologie-là dans votre véhicule, mais vous ne devez pas prendre de risques accrus. C'est là qu'il devient important de bien sensibiliser mes clientèles de conducteurs. Et Badi le mentionnait, ça fait partie des résultats qui sont identifiés dans notre revue de littérature. On voit qu'il peut y avoir un intérêt et un impact important dans les niveaux 2 d'automatisation par rapport à l'identification de risques ou à la réduction des implications dans des collisions pour les gens présentant, exemple ici, un TDAH. Toutefois, il y a aussi les effets délétères que peuvent amener ces technologies-là dans mon véhicule, dans un continuum où si la personne décide de prendre plus de risques, d'être plus distraite lorsqu'elle conduit, en ayant trop confiance en la technologie, bien, ce gain-là potentiel que la technologie va apporter derrière le volant, elle est contrecarrée, puis finalement, elle est complètement atténuée par le fait que la personne adopte des comportements qui sont non sécuritaires derrière le volant. Il y a aussi certaines suggestions qui ont été faites par rapport aux prises de risque dans les implications de collisions routières chez les gens. Puis ici, on l'a appelé comme une forme passive de technologie parce qu'en fait, on ne touche pas le véhicule en soi, mais on touche l'organisation temporelle, puis les structures organisationnelles, puis l'environnement de conduite dans lequel un jeune conducteur va être principalement impliqué. Puis ici, on parle de simplement, puis ça peut être une mesure qui est relativement un peu banale, en fait, quand on y pense, de retarder le début de l'heure des classes pour finalement ben, décaler dans le temps les conducteurs de façon à leur permettre d'être un peu plus réveillés le matin, de les exposer à moins de densité ou à moins de congestion au niveau du trafic. Bien, comment on peut jouer aussi sur des infrastructures qui ne sont pas directement reliées à la conduite, qui ne sont pas directement reliées à la sécurité routière, mais de décaler l'environnement dans lequel la personne va conduire pour atténuer son risque d'implication dans une collision de la route. Tout un continuum ici au niveau des actions du conducteur. Donc, on peut parler de réponse à des alertes dans les véhicules. Ici, on va se concentrer principalement sur qu'est-ce qu'on peut faire technologiquement pour atténuer la chance ou le risque, en fait, que quelqu'un interagisse avec le téléphone cellulaire ou les sources de distraction dans son véhicule. De plus en plus, c'est des technologies qui ont avancé beaucoup dans les dernières années. On voit qu'il y a différentes facettes où ça peut être des applications sur un téléphone cellulaire comme le mien ici que je vous montre, puis j'aurai un exemple pour vous un peu plus tard de comment peut-on implanter des applications qui vont bloquer, exemple, les appels entrants, les textos, de façon à atténuer la réponse ou l'habitude que les gens ont de constamment consulter leur téléphone cellulaire par mauvais automatisme, en fait, puis pas seulement de par une décision volontaire d'aller voir qu'est-ce qui se passe sur le téléphone, mais juste parce qu'on a l'habitude de toujours vérifier si on a reçu une notification sur nos cellulaires. C'est des volets technologiques qui peuvent fonctionner, mais qui présentent encore certains écueils, puis on va en voir ensemble quelques-uns à l'instant. Ici, une recension des écrits. En fait, on aurait bien aimé y avoir accès avant de vous produire le rapport, là, mais vous avez le lien ici dans la présentation PowerPoint qui vous sera rendu disponible. C'est des travaux réalisés par Demir, Christine Wickens, qui est à l'Université de Toronto, et Birsen Domnais aussi, là, qui sont des chercheurs canadiens en Ontario, où on parle d'explorer en fait les changements théoriques dans les contextes d'implication sur l'utilisation de ces différentes facettes-là pour réduire la distraction associés au volant des technologies embarquées, tout spécialement les téléphones cellulaires ici. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour redresser ces sémantiques-là, ces problématiques-là auxquelles on fait face? Ils ont utilisé une revue de la portée, un scoping review pour quantifier et évaluer les problématiques auxquelles on fait face. Puis surtout, ce qu'on voit, c'est que dans la façon dont ces technologies-là sont embarquées dans les véhicules, bien, on porte souvent la façon de faire dans l'utilisation des technologies pour bloquer la distraction sur des processus qui sont conscients et des décisions qui seraient prises par l'individu lui-même de ne pas vouloir être distrait lorsque la personne conduit. Ce que l'équipe de Birsen Domnais met de l'avant ici, c'est qu'en fait, les gens ont tellement cette habitude-là ancrée chez eux de maintenant, un peu comme on vérifiait notre montre fréquemment avant pour savoir l'heure, c'est tellement rendu ancré. On parle d'habitude ici ou de comportement automatisé qu'il faut voir à réduire l'impact de cette automatisation-là, de vouloir vérifier constamment si on a reçu des notifications, puis comment on peut le changer de façon technologique, puis de challenger en fait le statu quo par rapport à l'implication véhiculaire. D'autres travaux aussi réalisés par Oviedo aux Pays-Bas, Marcelo, où on parle de Do Not Disturb While Driving, d'où l'acronyme DNDWD.
Puis vous avez un exemple ici d'interface qui peut être possible. C'est en fait des captures d'écran que j'ai prises là, sur mon téléphone cellulaire. Je pouvais les prendre lorsque j'étais stationné. C'est vraiment d'y aller, puis on a déjà ces options-là dans les véhicules, d'y aller vers une option où si la personne veut réellement utiliser son téléphone cellulaire lorsqu'elle conduirait, bien que c'est clairement pas suggéré, qu'on est dans une option où la personne doit volontairement désactiver les modes de concentration, ne pas déranger lorsqu'elle conduit, au lieu d'y aller vers un mode où elle doit activer l'application lorsqu'elle prend le volant, lorsqu'elle embarque dans son véhicule. Ici, c'est l'exemple d'une plateforme iOS là, sous la plateforme Apple, où automatiquement, mon téléphone, lorsqu'il détecte le réseau Bluetooth dans un véhicule, ou même lorsque j'embarque dans un autobus ou j'embarque dans le train, mon téléphone détecte que je suis en déplacement, qui n'est pas un déplacement piéton, bien, il active automatiquement un mode de concentration au volant, ce qui fait que si vous aviez à me texter ou si vous m'appelez sur mon téléphone cellulaire, bien, vous allez soit tomber automatiquement sur la boîte vocale ou vous allez recevoir un texto lorsque vous m'écrivez qui vous dit bien, je suis désolé, je suis actuellement en train de conduire. Vous recevrez une réponse lorsque je pourrai faire un arrêt sécuritaire et des options comme ça. Puis on le voit sur l'interface du cellulaire. Si quelqu'un voulait ouvrir son téléphone, bien, elle doit noter qu'elle n'est pas au volant pour débarrer son téléphone et tout ça se fait de façon automatique. C'est là qu'on a un gain intéressant par rapport à l'utilisation de ces technologies-là, où finalement, bien, de façon automatisée, on bloque l'entrée de ces distractions-là vers le conducteur. Et ce n'est pas le conducteur qui doit faire le choix conscient en embarquant dans son véhicule de désactiver les notifications ou les appels entrants. C'est automatisé, donc la personne n'a plus à s'en occuper pour bloquer dès le départ la distraction lorsqu'elle conduit. Puis c'est des choses qui existent déjà depuis plusieurs années. Et ça, c'est des facettes qu'on peut mettre de l'avant pour réduire les distractions de façon automatique lorsqu'on conduit. Et pour terminer, dans un continuum total, en fait, de prévention puis de promotion de la santé, qu'est-ce qu'on peut faire? On a vu la facette technologique de technologie embarquée, mais malheureusement, ces technologies-là embarquées, souvent, quand on parle de systèmes de sécurité active, viennent avec une certaine facette ou une difficulté d'introduction de pleine distribution pour tous les conducteurs en termes d'équité, en fait, parce que c'est souvent des systèmes qui vont venir avec des voitures beaucoup plus dispendieuses, des voitures auxquelles les jeunes conducteurs n'ont clairement pas accès de par le coût d'accès de ces voitures-là. Puis qu'est-ce qu'on peut faire finalement à la base? Bien, pour prévenir ces collisions-là pour tous? Une première facette, c'est les notions de formation continue. On l'a vu, on a différents exemples qui ont été faits, que ce soit là, avec des collègues de l'Université de Sherbrooke, des collègues ici, même Bob Menelas, qui travaille avec des gens qui souffrent de choc post-traumatique. On peut entraîner les gens à avoir une meilleure conduite lorsqu'on aborde celle-ci avec une approche d'intervention spécifique, de la pratique spécifique, mais surtout des rétroactions spécifiques pour le conducteur, et ça chez diverses clientèles, que ce soit des conducteurs professionnels, que ce soit des jeunes conducteurs ou des conducteurs âgés. Cette opportunité-là, elle est aussi présente chez mes conducteurs présentant un TDAH. Puis c'est un des travaux, des papiers, en fait, qui est hyper intéressant au niveau de la recension systématique qu'on a produit avec l'équipe, les travaux d'Epstein, qui ont montré que de par une approche similaire à celle qui avait été réalisée chez des conducteurs âgés ou jeunes, puis Donald Fisher, qui est un collègue d'Epstein, qui était un des précurseurs sur les interventions chez les jeunes conducteurs pour améliorer leur bilan routier, bien, qu'on pouvait donner des rétroactions spécifiques quant à la recherche visuelle des gens présentant un TDAH, puis comment on pouvait réduire les distractions au volant, puis non seulement réduire les distractions au volant, mais aussi comment améliorer leur recherche visuelle de façon à réduire la longueur, la durée et le nombre de fixations qui quittaient la route trop longtemps des yeux chez mes jeunes qui ont un TDAH. Ici, pourquoi ça c'est intéressant? Bien, on voit en fait que des résultats qui ont été publiés par l'équipe de Farouki, qu'il y a un risque augmenté de collision de la route conduit par l'implication dans des distractions au volant lorsqu'on regarde la spécificité de la forme de distraction dont la personne souffrait ou sous lesquelles elle était lorsqu'elle conduisait. On voit ici, c'est des résultats qui sont intéressants parce on voit des effets combinés. C'est à peu près le seul papier là, au niveau de la recension des écrits qu'on a réalisé qui permettait d'aborder sous deux volets les distractions, soit de forme externe ou les distractions de forme interne. On voit qu'une fois qu'on combine des formes de
TDAH et de distractions externes chez la population générale et des distractions internes chez la population présentant un TDAH, bien, il y a des effets ici qui sont augmentés. Puis le risque relatif d'être impliqué dans une collision de la route, il est important lorsque la personne qui présente un TDAH, elle est distraite, et ce, quelque forme qu'elle est. Ici, ce qui nous importe toutefois, puis ça fait partie des pistes d'intervention qu'il faut mettre de l'avant, comment peut-on arriver, exemple avec le bilan routier québécois, à essayer d'avoir un meilleur portrait, une meilleure image, un cas de figure de quelles sont les formes de distraction au volant que la personne réalise lorsqu'elle est impliquée dans une collision de la route. Ici, il faut être conscient toutefois que ces formes-là de distraction peuvent être clairement biaisées lorsque les gens rapportent avoir été impliqués dans une collision de la route parce qu'ils ne voudront pas nécessairement se mettre le fardeau de la responsabilité, puis ils diront qu'ils étaient peut-être distraits, mais sans nécessairement nous dire qu'ils étaient au téléphone cellulaire, par exemple, lorsqu'ils conduisaient, ou si c'est une source externe de distraction qui les a distraits de la route devant eux et qui font que c'est la raison pour laquelle on a eu une collision. Ici, ce qui nous importe, en fait, c'est qu'on voit que le volet de distraction a un impact majeur sur la performance de conduite et le risque d'implication dans une collision. Mais ici, on a un besoin puis une nécessité de mieux comprendre quelles sont les distractions réelles auxquelles font face nos conducteurs, puis tout spécialement au Québec. Toutefois, les travaux d'Adwen, en fait, publiés en 2020, qui ont utilisé des données de l'étude SHARP2, là, qui est une grande étude qui a été réalisée aux États-Unis d'une durée là, de 1 à 2 ans, en fait, où on avait des systèmes embarqués de caméras de GPS pour la détection des collisions de la route, qui ont fait un suivi longitudinal, en fait, chez des gens, nous montrent que chez les gens présentant des symptômes de TDAH, c'est principalement sur les rôles attentionnels qu'on dit de contrôle top-down, donc c'est des voies qui sont descendantes, et c'est des voies cognitives, en fait, d'attention et de régulation de l'attention qui sont décisionnelles et qui sont autorégulées par l'individu, qui nous montrent qu'en fait, c'est des processus décisionnels qui amèneraient une implication ou qui justifient et qui expliquent mieux pourquoi les gens qui présentaient un TDAH dans cette étude-là qui a duré plus de 2 ans, qu'est-ce qui faisait qu'ils étaient impliqués dans une collision de la route. On fait souvent référence à l'implication des gens qui présentent un TDAH comme étant des volets d'inattention ou de distraction ou d'incapacité d'inhibition. Mais ce qu'on voit ici dans les résultats de Adwen avec les résultats de SHARP2, c'est qu'en fait, c'est principalement peut-être plus sur des modalités de contrôle, de régulation de l'attention qui généreraient en fait ces implications-là dans des collisions de la route. Mais heureusement, bien que ça mette un portrait un peu plus clair sur nos collisions de la route, ça revient en lien avec les résultats d'Epstein où on est capable de réguler puis de mieux contrôler ce contrôle-là attentionnel et décisionnel dans la recherche visuelle. Vu qu'on n'est pas face à une non-solution, bien, on est capable d'intervenir de façon adéquate chez nos conducteurs. Ce qu'il faut aussi garder en tête dans la continuité, en fait, des interventions qu'on réalisera avec les gens qui présentent un TDAH, ça, c'est des résultats qui proviennent de Liu dans le JAMA, ben, on voit qu'il y a une implication qui peut demeurer lorsqu'on se concentre sur des données populationnelles ici dans différents États américains, que la persistance du risque avec l'avancement en âge chez les gens qui présentent ou qui ont présenté un TDAH, bien, elle demeure avec le vieillissement, l'avancement en âge des conducteurs. Chez ceux, puis ce risque-là, il est accru chez les gens qui mentionnent avoir une persistance de leurs symptômes de TDAH. Puis ce risque-là, il est plus grand versus ceux chez qui les déficits, les symptômes du TDAH se sont atténués avec l'avancement en âge, soit par des principes d'autorégulation ou des principes peut-être d'ajout de médication avec l'avancement en âge, mais ça, malheureusement, on n'a pas de réponse précise. Ce qui nous amène à une dernière facette, en fait, d'opportunité, ou d'intervention possible. Je vous présente ici ces différents exemples qui ont été développés par notre groupe de recherche, des collaborations avec Camille Savoie, qui est maintenant professeur à l'Université Laval en soins infirmiers. On a développé un paquet d'outils, un paquet de trousses, un paquet de guides d'évaluation, principalement axés chez les gens qui présentent différentes problématiques de santé. On se concentre souvent au niveau du conducteur vieillissant parce qu'on le sait, ça a un impact majeur, la cessation de la conduite chez nos aînés, tout spécialement lorsque ça arrive par surprise, de par une condition de santé qui est incompatible avec la conduite sécuritaire. Mais comment on peut arriver ici à bien présenter et à bien ancrer ça dans aussi nos pratiques cliniques,
que ce soit de la neuropsychologue qui va rencontrer un jeune présentant un TDAH qui est sur le point d'obtenir son permis de conduire, à l'infirmière de première ligne qui fait des suivis de santé générale ou le médecin généraliste, là, le clinicien qui voit ses patients de façon générale, mais qui voit aussi que parfois en prescrivant des fois des médications pour le TDAH, bien, il ne faut pas oublier dans ce continuum-là de sécurité routière l'impact important que le TDAH peut avoir sur la sécurité routière de mes individus. Puis pour terminer, tous ensemble, différentes limites et pistes de recherche. Bien, malheureusement, la façon dont on fait la recension des écrits nous amène ici à un nombre d'articles qui a été identifié qui est relativement faible. On parle de 11 études là, de 2000 à 2022 et principalement, on n'avait pas d'études qui nous portaient sur l'impact ou les interactions possibles entre le TDAH, la médication et les distractions de façon conjointe. Donc, il est important ici de voir qu'on a peut-être encore des écueils au niveau de la littérature où il y a des connaissances qui demeurent inconnues dans le continuum qu'on a de recherche en sécurité routière. On n'a aussi que très peu d'informations sur les distractions qui sont considérées comme intrinsèques, comme je le mentionnais tout à l'heure, tout ce qui est le mind wandering, les réflexions personnelles, puis on peut penser aux gens là, qui ont des soucis par rapport à leur travail, leurs conditions salariales ou des chicanes qui peuvent se passer à la famille ou des soucis de santé. Mais ça, c'est des volets qui sont encore très peu documentés chez les gens qui présentent un TDAH. On a aussi le contexte des biais de publication où souvent les résultats qui sont non significatifs sont non publiés dans la littérature. Puis ici, ça nous importe encore plus parce qu'en fait, on a souvent des résultats ou des études qui nous montrent qu'il existe certaines différences entre les patients avec TDAH et les patients ne présentant pas de TDAH sur diverses variables de conduite automobile. Toutefois, ben, c'est souvent des résultats qui ne sont pas publiés si jamais les équipes de recherche arrivent à des données finalement où on ne voit pas ces différences-là sur le bilan routier ou des performances en laboratoire. Ça fait qu'on a peut-être des données qui nous sont manquantes au total. Puis une dernière facette, bien, malheureusement, on n'a pas d'études ou de données québécoises qui nous permettraient de répondre plus précisément à ces objectifs-là de recherche auxquels on essaie de faire face, puis avec lesquels on essayait de mettre les bases, en fait, puis les fondations des savoirs avec la recension qu'on a réalisée avec notre équipe. Au-delà de ces limites-là, on fait quand même face à un paquet d'opportunités de recherche. Il y a un volet de meilleure compréhension des distractions au volant, comme j'en ai parlé tout à l'heure. On peut parler de l'impact du vagabondage d'esprit, le mind wandering. Il y a différents travaux qui ont été réalisés chez des jeunes conducteurs sains, sans problématique de santé, par l'équipe de Marie-Claude Ouimet et Tom Brown à l'Université de Sherbrooke en 2022, pardon. On a aussi différentes facettes de distraction interne ou externe au véhicule, mais aussi à l'individu qui vont être à documenter puis à mieux comprendre. On a aussi un clair besoin d'un suivi plus serré de la santé et des impacts sur la capacité à conduire chez différents individus, et ici, pas seulement sur les gens présentant un TDAH. On a un portrait plus clair à dresser de l'impact du TDAH sur notre bilan routier, et ce, principalement et surtout au Québec. On a aussi besoin de données d'accidentologie qui sont plus précises, mieux détaillées, bien que je sais que ce soit extrêmement complexe de par la grande diversité des rapports d'accidents qui sont cumulés, des rapports de collision. Ça ajoute aussi un fardeau sur les policiers qui font principalement ces rapports d'accidents-là, de collision sur le réseau routier. Donc, il y a une difficulté ici parfois à aller puis à avoir plus de parcimonie puis plus de détails dans la spécificité des résultats qu'on a pour être capable de dresser des portraits plus clairs de nos collisions de la route au Québec. On a aussi, puis on l'espère bien, puis c'est en discussion actuellement, un projet pilote qui est en cours de réflexion de permettre une fusion de données avec des données de la Société d'assurance automobile et des données de la Régie d'assurance maladie du Québec. C'est un projet qui avait déjà été produit au début des années 2000, fin 2000, début 2010, par des gens à la SAC. C'est un projet qu'on veut réussir à reproduire avec des nouvelles données. On sait que le bilan de santé des conducteurs québécois a changé grandement dans les dernières années, simplement par le vieillissement de la population de nos conducteurs, les prévalences de TDAH qui ont aussi bougé dans les dernières années. Est-ce qu'on est capable de dresser un portrait plus clair de l'implication dans les collisions de la route sur le réseau routier, les infractions au code de la sécurité routière, en ayant un portrait qui est beaucoup plus précis de fusion de données de la RAMQ, parce que là, on aurait des diagnostics qui sont plus précis et qui ne sont pas seulement des données auto-rapportées par les conducteurs, principalement telles que demandées par la SAC lorsqu'on renouvelle son permis annuellement. Et pour terminer,
On veut réussir ici, puis on espère avoir pu déjà pousser dans une bonne direction puis éclairer nos lumières, de mieux cibler les connaissances sur les troubles de déficit d'attention et leur effet sur la conduite. Clairement, on a pu identifier avec la récension ici, puis c'était en partie des effets qu'on connaissait déjà, que la présence du TDAH augmente de façon moyenne les risques d'implication chez mes conducteurs. C'est toutefois pas un lien qui est suffisant pour dire, ben non, les gens qui présentent un TDAH, on va leur retirer leur permis de conduire. On voit qu'on a des effets moyens, mais il y a aussi une très grande variabilité dans les effets de l'impact du TDAH sur la performance de conduite. Il importe de mieux connaître, de mieux comprendre qu'est-ce qu'on peut faire. C'est ici une implication qui est surtout importante pour vous ici, les acteurs en sécurité routière, ou que vous soyez de la santé publique ou du domaine médical comme professionnel de la santé, sur comment on peut mieux intervenir auprès de nos conducteurs en amont sur la sensibilisation et l'éducation qu'on va faire à nos conducteurs sur l'impact que peut avoir leur TDAH, leurs conditions de santé connexes sur leur capacité à conduire, parfois l'impact positif ou parfois négatif que peut avoir leur médication sur leur performance, encore une fois, de conduite. Puis il est important ici de pousser vers, oui, des contextes de sensibilisation du public de façon générale, mais aussi sur des approches de santé pardon, puis d'intervention qui vont être très individualisées. Surtout, puis on en a parlé tout à l'heure, il y a tout un contexte qui entoure aussi l'acceptation sociale de la distraction au volant. On le voit lorsque des sondages sont réalisés. 90 des gens considèrent que les distractions au volant, c'est inacceptable et que ça impacte négativement le bilan routier. Mais de l'autre côté, lorsqu'on demande la question aux gens, est-ce qu'ils interagissent avec leur téléphone lorsqu'ils conduisent, est-ce qu'ils sont distraits au volant, bien, les gens nous rapportent aussi le faire relativement fréquemment, puis on le voit dans les interactions ou simplement s'arrêter sur un coin de rue. On voit les gens qui utilisent leur téléphone fréquemment, bien que ce ne soit pas la modalité optimale d'utiliser des systèmes main libre, mais qui, eux, sont permis par la loi, bien, les gens ne se bloquent même pas à ça, puis ils utilisent directement leur téléphone directement dans les mains. Puis surtout, on espère avoir pu soulever ces différentes questions-là pour vous avec les résultats du rapport, mais aussi qu'est-ce que ça peut influencer chez vous, en quoi les résultats du présent rapport, du présent travail vont influencer votre réalité chez vous comme chercheur, comme décideur, comme clinicien sur le réseau de la santé, comment on peut faire mieux pour nos clientèles qui souffrent d'un TDAH pour leur permettre d'améliorer leur bilan routier, puis surtout de maintenir une mobilité qui est sécuritaire sur le réseau routier pour eux et pour tous. C'est ce qui met fin en fait à la partie formelle de la présentation d'aujourd'hui. Il va vraiment me faire plaisir de répondre là, à toutes vos questions, que ce soit les questions aujourd'hui, dans la période de discussion qui nous est allouée là, pour environ le prochain 30 minutes, ou si vous avez besoin, vous pouvez m'écrire là, mes coordonnées, Martin Baramba Lavalière à commercial ucac.ca. Il me fera plaisir de discuter avec vous là, des différents travaux et des résultats que je viens de vous présenter aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Martin Lavalière. Alors, oui, très intéressant et surtout nous pousse à la réflexion davantage selon notre milieu de travail, effectivement, où, voilà. On va aller vers cette période de questions, puis j'invite donc, oui, Emmanuel Gagné à se joindre à nous pour relayer les quelques questions, mais je vous encourage donc à en soumettre pour dès maintenant là, et tout au long de la période de questions. N'hésitez pas, toute petite question peut mener à une grande réponse et allez-y selon votre milieu aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens de la SAC qui sont présents, mais d'autres personnes participantes dans d'autres contextes peuvent avoir des questions. N'hésitez pas, c'est le moment. Et ça alimente cette présentation qui sera diffusée plus largement, évidemment, dans d'autres réseaux. Alors, je vous cède la parole, Emmanuel. Encore une fois, merci, Martin Lavalière. Très bien. Donc, merci Martin pour la présentation fort intéressante. Donc, dans un premier temps, je me permettrais là, de présenter une première question qu'il y aurait de notre côté avant qu'on s'engage dans les questions soumises là, dans le champ de discussion. Donc, la revue systématique qui a été produite nous permet d'améliorer les connaissances sur le lien entre le TDAH et la conduite, entre la distraction comme symptôme du TDAH et la conduite, même quant à l'effet de la médication du TDAH sur la conduite.
Donc, à la lumière, d'une part, des résultats scientifiques là, parfois nuancés sur le lien entre le TDAH et la conduite, et d'autre part, à la lumière des travaux qui indiquent que la distraction a un impact négatif sur la conduite de tous, donc avec ou sans TDAH, comme vous l'avez souligné. Quelle orientation principale serait à retenir en matière de sensibilisation, sachant que la sensibilisation porte actuellement sur le phénomène de distraction qui touche tout le monde et sur sa réduction? On voit là par ailleurs, à la lumière des résultats du rapport, les conclusions de la recension qui semblent renforcer l'intérêt à centrer des efforts autour de la question des effets de l'état de santé là, sur la capacité de conduire. Ouais. Merci Emmanuel pour la question. Puis c'est c'est un grand défi, là, puis je lance surtout le chapeau aux gens qui s'occupent de la communication publique chez vous à la Société d'assurance auto. Euh, on fait face par rapport à ces notions-là de distraction, puis les travaux de Domnès que je vous ai présentés tout à l'heure sont vraiment intéressants, en fait, chez les différentes, je vais les appeler des sous-clientèles, mais ce n'est pas par version négative, mais je vais appeler ça peut-être des clientèles plus nichées où on devra peut-être dans les prochaines années concentrer nos efforts d'atténuation des distractions vers des clientèles un peu plus cibles, parce qu'on sait aussi que l'utilisation du téléphone cellulaire ou des distractions à l'intérieur du véhicule varie grandement en fonction des clientèles de conducteurs, puis comment on peut les atteindre comme conducteurs, ou qu'est-ce qu'on peut leur proposer en fait comme alternative technologique pour parfois leur permettre un certain niveau de connectivité tout en réduisant au maximum les distractions derrière le volant. On le voit surtout de plus en plus avec les nouvelles interfaces véhiculaires pour lesquelles on n'a malheureusement pas beaucoup de résultats. On est passé de beaucoup de véhicules où on avait des gros boutons pressoirs avec des boutons qui tournent, où c'était relativement simple de pouvoir mettre la main sur le tableau de bord puis à l'aveugle un peu de trouver les boutons qu'on avait à tourner puis être capable d'entendre la radio qui change. Maintenant, les écrans tactiles ne permettent plus ces changements-là et automatiquement, on force en fait le conducteur à porter son attention visuelle à l'intérieur du véhicule pour pouvoir interagir avec celui-ci, que ce soit des appels entrants, que ce soit de la navigation, de la sélection des postes de radio ou même les contrôles de température dans le véhicule. On sait que ces phénomènes-là vont distraire les conducteurs, mais on n'a encore que très peu de données quant à l'impact réel de ces distractions-là. Puis c'est là où la facette auquel on va faire face parce qu'il faut pousser vers des réglementations. Puis aux États-Unis, on parlait plus souvent en anglais de guidelines ou des meilleures pratiques, en fait, parce qu'on sait que si on force une réglementation qui est trop serrée au niveau des véhicules, bien, le véhicule ne permettra plus d'interaction avec des sources externes. Sauf que ce que les gens vont faire, bien, ils vont apporter une technologie externe au véhicule et on aura les mêmes effets délétères de distraction. Donc, il faut faire attention entre la balance de qu'est-ce qu'on offre comme interface d'interaction pour le conducteur versus qu'est-ce que les gens feront si on bloque tout et on ramène avec juste, ben, on a un bras de vitesse qui permet de changer la température dans l'auto. Donc, on a ces défis-là en termes de sensibilisation sur qu'est-ce qu'on peut bloquer, mais surtout comment on peut sensibiliser les gens à être moins distraits et à mettre en place des meilleurs mécanismes de comportement. Parce que comme l'équipe de Domnès le rapportait, on est vraiment rendu dans des facettes qui sont clairement rendues automatisées. Les gens mettent la main sur la cuisse en pensant avoir senti une vibration de leur téléphone, en pensant qu'ils ont reçu un texto. Maintenant, les gens reçoivent même des notifications sur des montres intelligentes. Donc, comment on va pouvoir atténuer ces distractions-là dans un continuum de sécurité pour tous, là, c'est encore très complexe. Merci. Donc, on va poursuivre avec les questions dans la section discussion. Donc, une première, peut-on différencier le risque pour les TDA versus TDAH? Puis, en complément de cette question-ci, aussi sur la question des risques, est-ce que les risques en lien avec la distraction pour les TDAH sont les mêmes s'ils prennent ou non des médicaments? Les études portaient-elles sur la prise de médicaments ou non? Euh, pour la première facette TDA ou TDAH, il y a peu de papiers où en fait les papiers n'abordaient pas les symptômes d'hyperactivité principalement. La majorité des papiers, comme les résultats de celle de SHARP2 que je vous ai présenté, les résultats d'ADUEN, en fait, on est principalement sur des composantes de tests associées au dépistage des troubles neurocognitifs comme le TDAH, sur exemple l'utilisation des tests de Conners. Puis c'est sur ces facettes-là des différents déficits qui sont souvent présentés en lien, des symptômes en lien avec le TDAH,
où on voit que c'est certains contrôles attentionnels descendants qui sont plus reliés, en fait, avec les implications dans l'accidentologie routière. On n'avait pas de résultats spécifiques de TDA versus TDAH. Donc, c'est souvent plus des grandes familles de symptômes qui sont associés, puis quand on fait les parallèles, soit de contrôle attentionnel soutenu ou d'inhibition des réponses, qu'on voit qu'il y a des parallèles à faire avec la conduite auto. Puis, ce qui a trait à la question de la médication, en fait, sur l'impact que ça a sur la prise de risque, on ne l'a pas dans le rapport principal qui vous a été présenté parce que ce n'était pas la question de recherche principale. Toutefois, on a annexé au rapport de recherche pour l'action concertée une autre recension des écrits qui date de 2010 à 2022 sur l'impact de la médication sur l'implication ou non dans des collisions de la route ou l'amélioration de la performance dans des contextes de laboratoire. Puis ce qu'on voit dans cette étude-là, c'est que lorsqu'on teste en contexte de laboratoire, bien, la médication elle a un effet positif sur l'amélioration de la performance de conduite sur les différentes variables utilisées en contexte de simulateur. Ce transfert-là est un peu plus complexe à faire sur la route. On voit qu'il peut y avoir des effets positifs de la prise de médication sur la performance de conduite et l'implication dans l'accidentologie. Toutefois, on ne connaît pas l'adhérence parfaite au traitement des individus. Est-ce qu'ils ont pris la médication à la bonne heure? Est-ce qu'ils ont pris la bonne quantité? On est rendu à quelle période dans la demi-vie du médicament lorsque des collisions surviennent ou non? C'est souvent le contexte ou le grand défi qui est sous-jacent par rapport à la médication face au TDAH, c'est que la majorité des médications sont prises pour avoir un effet, principalement chez nos jeunes conducteurs, pour être dans la plage d'utilisation scolaire, mais on voit que ben, la majorité du temps, les implications dans les collisions de la route chez nos conducteurs jeunes sont à l'extérieur de ces plages-là où la médication aurait son plein potentiel. Donc, il y a tout un rappel à faire que oui, il peut y avoir des gains intéressants par rapport à l'utilisation de la médication chez mes gens présentant un TDAH, mais il faut aussi réfléchir à la pharmacodynamique et la pharmacocinétique sous-jacente à ces médications-là pour la pleine optimisation de leur retombée chez les conducteurs. Prochaine question. Donc, ces cerveaux atypiques ont aussi des forces, tolérance au stress, bonne capacité à réagir dans l'urgence, réengagement rapide. Comment les mettre en valeur pour l'autorégulation de ces conducteurs? C'est très intéressant ici parce que, en fait, c'est là, je pense que les travaux d'Epstein trouvent toute leur valeur. C'est qu'au lieu de mettre l'emphase sur des facettes qui sont négatives, puis de dire, ben non, vous êtes des conducteurs à risque et donc vous aurez une implication ou vous serez plus à risque d'être impliqué dans une collision de la route, comment on peut jouer sur la plus-value de ces comportements-là? Exemple, quelqu'un aurait une capacité d'attention soutenue sur différentes facettes plus importante que d'autres conducteurs, ben c'est là qu'il en revient à aller vers des approches beaucoup plus individualisées avec les conducteurs, parce qu'il y a aussi tout ce spectrum-là de variabilité. Puis on le voit, ce spectrum-là, chez nos conducteurs ne présentant pas de TDAH, qu'on a, pour avoir une moyenne des conducteurs québécois, bien, il y a aussi des très, très bons conducteurs et des conducteurs qui sont un peu moins bons. Il y a une grande variabilité dans la performance et l'état de santé des individus. Mais on a les mêmes particularités avec les gens qui présentent un TDAH, qui conduisent. Comment on peut agir sur les forces de ces individus-là? Puis au-delà d'agir sur leurs forces, bien, lorsqu'on réussit à identifier certaines faiblesses pour une personne, bien, comment on peut s'assurer que les interventions qu'on va mettre en place vont augmenter les forces de l'individu, mais vont aussi atténuer les faiblesses de cette même personne-là dans de l'approche individualisée, que ce soit dans des rétroactions par rapport à sa conduite, sa recherche visuelle. Est-ce que ça peut être de la thérapie cognitivo-comportementale qui est démontrée comme étant hyper intéressante pour atténuer certains symptômes du TDAH chez des individus? Comment on peut mettre en phase ces interventions-là très individualisées pour aussi avoir des bénéfices sur les comportements routiers et l'implication dans les collisions de la route. Ensuite, une autre question. Donc, peut-on généraliser les constats présentés aujourd'hui à d'autres types de conducteurs, notamment les motocyclistes? C'est une question super intéressante, puis on pourrait même, au-delà de la clientèle motocycliste, là, on pourrait même transférer vers des clientèles de conducteurs professionnels. Là, on peut penser à nos camionneurs, des paramédics, nos policiers, les gens qui conduisent et qui présentent peut-être déjà un TDAH. Malheureusement, la recension qu'on a
n'a pas abordé ces clientèles-là plus particulières de statut de conducteur ou si c'était des conducteurs de moto. Toutefois, on pourrait espérer, avec certaines informations d'un bilan routier peut-être un peu plus précises, on pourrait peut-être recaractériser le type de véhicule que la personne conduisait lors de l'implication dans la collision de la route, puis peut-être dresser des parallèles vers des prises de comportement qui seraient peut-être inadéquates ou peut-être de cibler vers des types de véhicules dans lesquels les gens ont peut-être une surreprésentation. Mais encore là, une fois, il faudrait aussi avoir, c'est un peu l'œuf ou la poule. On a un besoin de données plus précises sur peut-être le type de véhicule conduit, mais on a aussi besoin d'une information plus précise parce qu'on peut se poser la question sur l'ensemble des gens présentant un TDAH diagnostiqués ou auto-rapportés dans nos conducteurs au Québec, nos conductrices. Ben, elle est où la représentation dans notre bilan routier? Puis là, à savoir si c'est une motocycliste ou non, là, malheureusement, on n'a pas la réponse pour l'instant. Merci, Martin. Pour ce qui est du champ de discussion, ça fait le tour des questions. Oui, j'invite quand même les gens à se lancer. On a du temps et c'est pour vous, donc n'hésitez pas. Pour faire suite à cette question là, par rapport aux conducteurs professionnels, et vous parliez de possibles fusions ou de partenariats, notamment la SAC, la RAMQ. Est-ce que c'est envisagé également avec d'autres organisations? Bon, je pense à CNESST, où vous parliez de santé et sécurité au travail aussi. Est-ce qu'on veut développer de ce côté-là et pas seulement livrer vos résultats, mais peut-être travailler sur une question particulière? Ben, c'est intéressant. Il pourrait être intéressant de faire des parallèles, en fait, avec des bilans routiers qui seraient associés ici à la conduite occupationnelle, là. Hmm. C'est toutefois l'avantage qu'on a, c'est que normalement, ces collisions-là de la route qui sont survenues au niveau du bilan routier, elles sont enregistrées aux deux endroits si la personne est conducteur dans le cadre de ses fonctions. Tu sais, on peut penser au conducteur de taxi, de camion, un policier qui aurait une collision de la route lorsqu'il est au travail. La collision est normalement enregistrée dans les deux bases de données. On va quand même faire face à la même problématique à la CNESST, c'est est-ce qu'on connaît le bilan de santé de mon travailleur de façon assez précise pour être capable de dire, puis ça fait même un parallèle avec la question de tout à l'heure, ben, est-ce qu'on a une autodéclaration ou une présence de TDA ou de TDAH, mais quelles sont peut-être les caractéristiques de, du, du, euh, du diagnostic que la personne a de son TDAH. Est-ce que c'est plus avec un facteur d'inattention? Est-ce que c'est plus avec un facteur d'impulsivité ou d'hyperactivité? Ça, c'est des facettes qu'on a peu d'informations lorsque les gens font de l'autodéclaration. Lorsqu'on veut un diagnostic un peu plus complet, comme les résultats d'Adwen, où ils réalisaient, exemple, un test de Connors pour avoir des caractéristiques un peu plus spécifiques par rapport au conducteur, il faut quand même se rappeler que c'est un test qui prend approximativement une quinzaine de minutes à réaliser avec le conducteur, parce qu'on est vraiment pleinement certain que le test de 15 minutes nous donne un portrait très exact de toutes les facettes entourant le TDAH dont la personne peut souffrir et avoir des symptômes là, qui pourraient influencer sa conduite auto. On ne peut pas dresser un parallèle direct. C'est pourquoi je mentionnais tout à l'heure qu'au-delà de l'obtention de certaines prévalences qui sont un peu plus augmentées, ce n'est pas la présence seule d'un TDAH qui déterminera si la personne est apte ou non à conduire ici. C'est là qu'il faut faire attention dans ce continuum-là total. On a les tâches aussi associées à ce type de travail, effectivement. Tout à Mais je me fait. demande également, puis je sais qu'il y a une autre question, mais comme individu, là, est-ce que j'ai envie de faire cette autodéclaration? Est-ce qu'il y a un impact sur l'assurance, les polices d'assurance, les Ça, compagnies c'est une bonne d'assurance? question parce qu'on a un régime d'assurance à deux paliers ici, là. Je ne crois pas que la question au niveau de l'assurance privée, je vais dire pour assurer le métal et la voiture en soi, là, je ne crois pas qu'ils aient même le droit de poser la question par rapport au diagnostic médical de la personne. C'est vrai. Pour ce qui est au niveau de la SAC, là, il en sera à voir au niveau des gens qui sont responsables des volets d'assurance, mais je ne crois pas qu'on ait cette spécificité-là là, pour les évaluations du bilan. Mais en fait, c'est là que revient à se poser la question, c'est au-delà de charger, exemple, plus cher en termes d'assurance auto parce que je présenterais un déficit visuel ou un déficit d'attention, c'est bien beau de vouloir charger plus cher à quelqu'un parce que oui, peut-être il présente un risque accru,
c'est justement la direction vers laquelle on ne veut pas aller. Puis on a la même prémisse lorsqu'on intervient avec des conducteurs professionnels ou des conducteurs âgés. Ce n'est pas de trouver la façon de dépister pour retirer des permis de conduire qui nous intéresse. C'est la façon de trouver, oui, peut-être d'identifier des facteurs qui font que la personne est à un risque accru de collision de la route. Mais une fois qu'on a identifié ce risque-là accru, qu'est-ce qu'on est capable de mettre en place comme moyen d'intervention, d'éducation, de perfectionnement de la conduite pour atténuer ce risque-là présent chez la personne, puis la ramener dans un contexte beaucoup plus sécuritaire, puis finalement maintenir une conduite sécuritaire, maintenir une mobilité sécuritaire, puis d'y aller vers des interventions qui sont positives puis bénéfiques pour la personne, au lieu de l'approche coercitive de le bâton, là, puis on retire des permis juste par simple diagnostic chez mes personnes. Je vais poursuivre donc avec une autre question. Les troubles reliés à la santé psychologique sont nombreux, TDAH, mais aussi troubles d'anxiété, dépression, etc. Bien qu'il n'ait pas fait l'objet de cette revue littérature, avez-vous l'impression que des éléments sont documentés en lien avec la conduite ou la distraction au volant? On n'a pas vu pour ce qui a trait aux troubles d'anxiété ou parfois de la dépression, c'est surtout pour le trouble d'anxiété, en fait, c'est principalement des fois des comorbidités qui sont associées à certaines formes de TDA ou de TDAH. Donc, les gens vont présenter un TDAH, mais parfois, avec l'avancement en âge, vont aussi présenter parfois des troubles anxieux. Donc, des fois, il peut devenir difficile là, de caractériser ou de séparer un et ou l'autre. Mais clairement, si on touche à des facettes de santé psychologique qui vont influencer, en fait, puis là, on touche encore plus les facettes de distraction intrinsèque à la personne. Si la personne, elle est en réminiscence là, de trucs ou de facettes qui affectent sa disponibilité cognitive lorsqu'elle conduit, puis ça amène son attention à être portée ailleurs que sur la conduite en soi, bien, on peut s'attendre à ce que ça ait des impacts négatifs, un peu comme une distraction extrinsèque, là, qui est un appel de quelqu'un, une interaction avec l'interface du véhicule. Bien, dès qu'il y a moins de capacité attentionnelle allouée à la conduite devant soi, bien, on peut s'attendre à ce que ça ait des impacts délétères, malheureusement, sur la conduite sécuritaire au total, comme autre forme de distraction. C'est juste que là, les formes de distraction proviennent de la personne elle-même, qui est peut-être un peu plus difficile dans une certaine mesure de les réguler ou de les gérer. Mais on peut quand même y réfléchir, comme on parlait tout à l'heure d'approche de théorie de traitement cognitivo-comportemental, pardon, où on est capable de voir avec la personne pour développer une expertise puis des façons de faire pour atténuer, en fait, ces symptômes-là ou la présence de ces distractions-là dans son quotidien, mais comment on peut faire des parallèles positifs vers la conduite auto, ce qui est tout à fait intéressant à réfléchir, en fait, comme opportunité. Autre question, selon vous, les données des études consultées permettent-elles d'affirmer que le fait de connaître la présence ou non d'un TDAH avant d'attribuer un permis de conduire est justifié en termes de prévention des collisions? Pas à la lumière des résultats qu'on obtient ici, en fait, parce que ce risque, tout spécialement pour d'attribuer le permis de conduire de quelqu'un, ici, on parle d'un risque accru chez les gens qui présentent un TDAH. Après, à savoir, ben, est-ce qu'on aura ou on fera face, en fait, à des sous-rapportés de diagnostic, parce que les gens, sachant que s'ils rapportaient un diagnostic de TDAH, n'auront pas accès à un permis de conduire, bien, là, ça va être des comportements délétères qui vont dans l'autre sens. Les gens vont cacher des diagnostics de santé, alors qu'en fait, ce qu'on veut ou ce qu'on peut réfléchir comme opportunité d'intervention, c'est peut-être de leur offrir des modalités d'enseignement de la conduite auto ou d'accès à la conduite qui seraient bonifiées dans un contexte où on connaît peut-être certaines difficultés à laquelle la personne va faire face dans son apprentissage puis dans sa conduite auto, puis qu'on pourrait cibler tout de suite des pistes d'intervention qui sont beaucoup plus propices que de faire peur à la personne en lui disant ben non, tu présentes un TDAH, on ne te donnera pas de permis de conduire. Donc, c'est un peu un jeu de cachette, en fait. Est-ce que les gens vont rapporter leurs problèmes de santé en sachant que ça risque de leur faire perdre leur permis de conduire ou de ne même pas accéder à la conduite? On n'en est pas là, puis c'est un peu de faire le parallèle avec nos jeunes conducteurs ou peut-être les conducteurs qui sont plus avancés en âge, où on sait qu'ils ont une prépondérance ou une prévalence d'implication dans les collisions de la route qui est plus importante en jeune âge. Ben, est-ce que de par le fait automatique, on dit ben non, les jeunes conducteurs, finalement, on vous empêche l'accès à la conduite parce que vous avez simplement 16 ans? Ça ne fonctionnera pas parce qu'en fait, on fait juste retarder l'apparition de la problématique un peu plus tard parce qu'il y a aussi
tout un contexte d'amélioration de la conduite qui vient avec l'expérience et l'apprentissage de la conduite en soi. Puis oui, il y a des bénéfices à peut-être conduire un petit peu plus vieux, mais là, après, on atteint la mobilité des individus, puis on joue beaucoup sur ça. Puis on n'a pas la même approche chez nos conducteurs aînés qui, passé un certain âge, ont aussi un risque plus accru de collision de la route. Mais on ne retire pas des permis automatiquement par le simple fait d'avoir un âge avancé. C'est vraiment ce qui entoure la problématique de santé, puis on est capable de mettre en place des programmes de prévention puis des programmes bénéfiques pour la personne. Bien, c'est l'axe, la direction qu'il faut prendre selon nous, d'accompagner la personne dans une conduite sécuritaire au lieu de faire planer la menace de non-accès ou de retrait du permis de conduire automatiquement de par le simple diagnostic de TDAH chez la personne. Merci, Martin. Autre question. Peut-on faire le parallèle avec les plans d'intervention en milieu scolaire et un plan d'intervention qui pourrait être mis en place dans les écoles de conduite pour des clientèles avec ce genre de difficultés? Euh, Tout à fait, ça peut être réfléchi, puis tout spécialement, puis on le voit là, dans les continuums où il y a eu toute une clientèle au niveau des dernières années où les plans d'intervention scolaire ont passé du primaire au secondaire, au niveau collégial, puis maintenant dans le régime ou à l'université. Bien, ça peut faire partie d'un certain continuum. Il y a même certaines écoles de conduite qui sont quasiment déjà installées dans certaines écoles secondaires, dans le Grand Montréal ou dans certaines écoles secondaires où l'école de conduite va aller chercher le jeune pour son cours de conduite à son école secondaire. Bien, comment on peut penser peut-être à une meilleure communication parfois entre l'école de conduite, le milieu scolaire puis le milieu de la santé, tout en étant conscient que tout a un niveau de confidentialité dans l'information de santé d'une personne. Sauf que si ça peut permettre à l'apprenant, au jeune ou à la jeune conductrice qui apprend à conduire, d'avoir une approche plus personnalisée, puis mieux cadrée sur ses besoins parce que son instructeur de conduite va savoir qu'elle présente un TDAH, bien ça peut être intéressant tout de suite dès le départ parce que l'instructeur, là, bien, il y aura une facette de peut-être de formation ou d'accompagnement de nos instructeurs à la conduite dans ce continuum-là. Bien, comment je peux faire pour former mes conducteurs en école de conduite pour avoir des approches d'intervention qui sont plus intéressantes puis mieux formées, en fait, pour intervenir avec des gens qui présentent des problématiques de santé particulières. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je ne vois pas. Non, il n'y a pas d'autres questions. Moi, dans le on revient un peu à la méthodologie de chacun des résultats de recherche de ces papiers. Je n'ai pas vu le niveau, par exemple, de TDA ou TDAH. Est-ce que c'était identifié ou c'était par la médication qu'on pouvait évaluer leurs différents En, niveaux en, de symptômes? En fonction des différents papiers, on avait soit un choix de type, je dirais, plus binaire, donc présence ou non-présence de TDAH par une autodéclaration des participants. Donc, la personne se présente ou certains papiers là, de laboratoire en simulateur où on recherche des gens présentant un TDAH pour participer à une étude sur les distractions au volant. Bien, la personne participait comme patient n'ayant pas de TDAH ou présentant un TDAH. Cependant, ça ne veut pas dire que la personne qui ne présente pas de TDAH autodéclaré n'a peut-être pas des symptômes qui n'ont juste pas été diagnostiqués encore. Pour certains autres des papiers, on avait différents niveaux, d'intensité de certains symptômes, comme l'étude de Hadwen sur les tests de résultats du Conners, où là, on a certaines facettes des contrôles attentionnels descendants, montants, qu'on appelle bottom-up, de capacité d'inhibition, où là, on a des portraits un petit peu plus précis dans l'impact des symptômes de TDAH sur la personne, mais on n'avait pas nécessairement de sévérité. C'est plus le maintien dans la présence, puis on le voyait sur le papier longitudinal, là, bien, on voit que l'impact du TDAH qui perdure avec l'avancement en âge est plus présent chez les gens qui rapportent encore des symptômes de TDAH malgré d'avoir vieilli. Bien, on voit que si la sévérité des symptômes perdure avec le temps, bien, il y a aussi une possibilité que ça perdure le risque d'implication dans des collisions de la route. Merci. Alors, je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, ben, vous nous l'avez dit, hein, les retombées pour nous sont claires et je me demande en fait
quelle est la suite pour vous au niveau de vos travaux de recherche sur la sécurité routière, vos projets ou quelles sont les questions là, qui mériteraient d'être développées? Ben, il y a des facettes, là, puis je pense à notre doctorante, Laurie Simard, qui travaille beaucoup sur le TDAH, mais il y a des avenues un peu plus, je veux dire, de créer des nouvelles boîtes, mais ça reste dans le très hypothétique. Là. On sait, par exemple, puis c'est les résultats de Laurie là, qui sont faits dans des contextes en école primaire par rapport à l'utilisation, exemple, de l'activité physique pour atténuer des symptômes du TDAH. Ben, on peut même se poser la question à savoir ben, quelle pourrait être la place de traitement alternatif. Ici, j'ai parlé tout à l'heure de traitement ou de thérapie cognitivo-comportementale. Ben, dans le même égard à cela, ben, est-ce qu'une participation à une activité physique plus fréquente pourrait permettre d'atténuer certains symptômes qu'on observerait lors de la conduite automobile? Ça reste des protocoles expérimentaux qu'on devra déployer. On resterait dans un continuum laboratoire, mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ce qu'on espère, puis je sais qu'on est en discussion là, avec différentes personnes qui sont présentes aujourd'hui à la présentation, c'est vraiment de réussir à mettre en place un portrait de santé, pardon, plus précis de nos conducteurs au Québec pour être capable d'aller en fait chercher ces particularités-là de différentes strates de facteurs de risque pour avoir un portrait plus précis chez nos conducteurs. Puis je le répète comme tout à l'heure, ce n'est pas ici de dresser un portrait plus précis pour retirer des permis, mais bien de dresser un portrait plus précis pour être capable d'avoir un traitement qui est beaucoup plus précis. On parlerait de médecine individualisée, ben, c'est là qu'on veut aller, en fait, d'être capable d'avoir un portrait plus clair, bien qu'on soit conscient que ça va amener plus de types d'interventions à déployer sur le terrain, puis ça amène une certaine difficulté en termes de capacité de déploiement de ces interventions-là. Mais si on est au moins capable de cibler certaines facettes de différentes problématiques de santé de façon un peu plus claire, bien, ça peut aussi un peu mieux guider nos politiques, nos réglementations, mais aussi aiguiller les cliniciens qui travaillent avec ces gens-là au quotidien en soins de première ligne ou en intervention, même dans les contextes scolaires, comme ça a été soulevé dans les différentes questions. Merci. On est dans un contexte de responsabilité partagée, n'est-ce pas? Tout comme Dans la une route est certaine mesure, partagée. oui, mais c'est aussi une responsabilité partagée dans un continuum, puis j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, là, même dans la sensibilisation des parents qui savent avoir des enfants présentant un TDAH, ben, comment on peut offrir un environnement propice à de la sécurité routière de par des fois des technologies qui ne seront peut-être pas présentes dans le véhicule qu'on achètera à nos adolescents ou des choses comme ça. Donc, comment on peut réfléchir à ces différents environnements-là qu'on va offrir à nos gens pour leur offrir un environnement sécuritaire en sécurité routière. Mm. Alors, merci beaucoup à vous, Martin Lavallière. Merci, Emmanuel Gagné, pour votre participation à cette période de questions, entre autres, n'est-ce pas? Je vais inviter Maxime Brault, qui est présent avec nous, qui nous a rejoint, à ouvrir sa caméra, son micro. Maxime Brault est directeur de la recherche en sécurité routière à la Direction générale de la recherche et du développement en sécurité routière, donc à la SAC, et à la vice-présidence aux stratégies de marketing et de sécurité routière et à l'expérience employée. Alors, je vous cède la parole pour le mot de la fin. Et je reviendrai pour vous donner un peu d'informations sur les 3 autres projets de recherche dont j'ai parlé en introduction. Monsieur Ben, Brault. merci, Madame Godbout. Merci, merci d'abord, comme vous l'avez souligné, à Martin Lavallière et à son équipe là, pour cette revue-là. Effectivement, la distraction, c'est un point important là, quand on regarde les rapports d'accidents qui est identifié par les corps policiers. Il y a plus d'un accident sur 2 où il y a au moins un des éléments de distraction qui est identifié par les policiers dans un accident. C'est en hausse aussi à travers les années. On essaie de voir à travers tous ces éléments-là quels sont les facteurs qui sont derrière ce constat-là par les policiers lorsqu'il y a un accident. Et puis, cet élément-là va nous permettre d'avoir un éclairage particulier là, donc sur le volet du TDAH, de la santé psychologique, puis aussi de qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça, comment on peut atténuer ces éléments-là, mais comme Martin l'a bien rappelé, oui, la distraction, ça demeure un problème pour tous et pour tout le monde, là, pas juste certaines clientèles. Donc, c'est important de ramener un peu l'ensemble des informations, des connaissances pour
adresser ou pour intervenir dans ces éléments-là. On parle de plus en plus de responsabilités partagées. Vous l'avez parlé, vous en avez parlé, Geneviève, de cet élément-là, la conduite. Ben, c'est pas c'est pas seulement le rôle de la SAC d'intervenir, c'est pas seulement le rôle du ministère des Transports, du ministère de la Santé, des différents intervenants. C'est le rôle aussi du conducteur, c'est le rôle de l'ensemble des parties prenantes autour de tout ce qui est impliqué là, dans la mobilité là, des Québécois, des Québécoises sur nos routes. Là. Donc, je pense que ce premier volet de l'action concertée présente là, est très prometteur pour tout ce qu'on a à amener dans les autres projets. Puis de continuer à contribuer à la connaissance là, au Québec, là, de faire en sorte que le bilan diminue. Donc, ce premier volet-là, Martin, comme tu l'as dit, ça va mener à d'autres opportunités de recherche, à d'autres inconnus à aller creuser. Donc, merci. Nous, ça nous permet de mieux voir quels sont les éléments qu'on va mettre en place à la société. Il y a beaucoup d'éléments aussi qui se mettent en place là, par rapport aux transformations dans nos centres de services. Parce que éventuellement, lorsqu'on va amener de plus en plus de gens à faire leurs transactions par le web, ça va amener aussi de l'opportunité de peut-être travailler avec certaines clientèles pour aller échanger avec eux, aller les aider à améliorer leur conduite, parce que je pense que la majorité des Québécois ne souhaitent pas que leur conduite mène à un accident, mais ne sont parfois pas conscients de qu'est-ce qui mène à ces accidents-là. Donc, ça va amener toutes sortes d'opportunités. Donc, merci. Merci à nos partenaires des Fonds de recherche Société Culture Québec pour ce travail avec nous. Puis, merci à tous les participants de cette présentation-là aujourd'hui d'avoir pu partager avec nous. Puis merci pour les questions. Donc, je tiens à remercier aussi Emmanuel là, pour son travail là, dans tout le grand volet des actions concertées, mais qui a aussi été jusqu'à la modération aujourd'hui pour l'ensemble des questions. Donc, je vous cède la parole. Merci. Oui, alors ben moi simplement pour revenir sur ces projets de recherche là, qui sont présentement en cours dans le cadre de cet appel de proposition de le programme de recherche sur la sécurité routière. Alors, ces résultats seront-ils présentés lors d'une activité en 2025? Je ne peux pas vous donner de date en particulier, mais je vous invite là, à nous écrire si vous souhaitez qu'on ajoute vos coordonnées à notre liste d'envoi. Je vais demander à Audrey d'afficher l'adresse. Alors, les 3 projets, peut-être que je me permets de les rappeler, là, ce qui est en cours de réalisation, ce qui vous sera éventuellement présenté. D'abord, il y avait un projet sur le comportement et sécurité routière, un bilan et leçons d'un bouleversement. On parle de la COVID-19. Un second projet, des mesures pour contrer les grands excès de vitesse et les excès de vitesse en zone de travaux routiers. Et enfin, un troisième projet d'intervention non pharmaceutique du COVID et donc variation des collisions routières dans la province de Québec. Alors, comme je le mentionnais, si vous êtes intéressé, est-ce qu'on vous fasse part de ces futures activités de transfert? Vous nous envoyez un petit message à transfert.action au pluriel, trait d'union concerté au pluriel, .sc frq.gouv.qc.ca. Alors, on peut l'ajouter dans la discussion. Voilà, à l'instant, ça vient d'apparaître aussi. Alors, merci beaucoup. Merci à tous et toutes. Et à une prochaine rencontre sur ce sujet, sur la sécurité routière. Merci, M. Martin Lavallière, pour votre présentation. Merci tout le monde. Bonne journée. Au revoir.